Bonjour, bienvenue sur le blog de Vivre Cru. Alors aujourd'hui, un titre peut-être un petit peu rébarbatif, mais pourtant qui est une notion très importante et qui est très facile à comprendre, la différence entre densité calorique et densité nutritionnelle. Alors pour ce qui est de la densité calorique, il y a un article sur le blog, un article écrit dans Article pratique. Je pense que c'est assez simple à comprendre. La densité calorique, c'est le nombre de calories, donc d'énergie apportée par une quantité donnée d'aliments. Par exemple, 100 g de noix va vous apporter beaucoup plus de calories que 100 g de pastèque. Et même parmi les fruits, 100 g de banane va apporter beaucoup plus de calories que 100 g de pastèque. Donc, la densité calorique représente la quantité de calories que l'on peut avoir dans un aliment. Mais le corps, il a besoin de calories pour lui fournir de l'énergie, mais il n'a pas besoin que de ça. Compter uniquement les calories, ne s'intéresser qu'aux calories, c'est un petit peu réducteur. Le corps a avant tout besoin de nutriments. Je ne dis pas qu'il n'a pas besoin de calories, il a besoin de calories en quantité suffisante, mais il a aussi besoin de nutriments en quantité suffisante. Il a même besoin d'une très grande quantité de nutriments, et plus notre alimentation est riche en nutriments, plus elle est apte à nous mettre dans un état de bonne santé, ceci allié à tous les autres facteurs de bonne santé que sont le sommeil, l'exercice physique, l'épanouissement sur le plan social, spirituel. Je me permets de le redire à quel point c'est important. Pour l'instant, là on a fait quelques vidéos sur l'alimentation, mais je reviendrai à la charge un petit peu avec les autres domaines de la santé globale, tout bientôt. Donc, qu'est-ce que c'est que la densité nutritionnelle? La densité nutritionnelle, c'est la quantité de nutriments pour une masse donnée d'aliments. Pour 100 g d'aliments, combien est-ce qu'on va avoir de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments et de micronutriments de toutes sortes? Et ces micronutriments ont beau être en micro-quantité, leur rôle n'en est pas moins essentiel, extraordinairement essentiel. Or, ce dont on se rend compte, c'est qu'avec la sélection massive des produits, particulièrement des fruits, autant la densité calorique n'a été que très peu modifiée, voire augmentée, puisqu'on diminuait la quantité de fibres et que finalement, proportionnellement, on augmentait la quantité de sucre. Donc on augmentait la densité calorique. Par contre, la densité nutritionnelle est tombée relativement en chute libre. Et même si les fruits sont des bombes en matière de densité nutritionnelle par rapport à tous les produits préparés que vous pourrez trouver, cuits ou préparés que vous pourrez trouver ailleurs, ils sont bien moins riches en nutriments que pouvaient l'être les fruits sauvages que pouvaient consommer nos ancêtres. Et alors c'est une donnée assez intéressante, vous allez comprendre pourquoi. Particulièrement, je voulais dire, les fruits, plus un produit est cultivé de manière conventionnelle, plus il est pauvre en nutriments. Donc le rôle des produits d'origine biologique est essentiel à ce niveau-là. Donc pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Parce que s'il y a, avant, disons que quand un fruit venait, avant, hein, donc on remonte à une époque très très ancienne dans laquelle il n'y avait aucune, avant l'apparition de l'agriculture, donc c'est moins de 10 000 ans, donc c'est vraiment un bel avant. La densité nutritionnelle collait plus ou moins à la densité calorique. Et donc une personne qui mangeait un fruit recevait en même temps une quantité équilibrée de calories et de nutriments. Mais actuellement, c'est beaucoup moins le cas. Et c'est pour ça que j'insiste autant sur la classe des feuilles vertes. Parce que si les fruits ont vu leur densité nutritionnelle diminuer, la densité nutritionnelle, on peut la retrouver dans les feuilles vertes. Les feuilles vertes sont des bombes en matière de nutriments et par contre sont relativement pauvres, sont relativement faibles en densité calorique. Vous voyez où je veux en venir? Les fruits riches en densité calorique, mais relativement pauvres, et c'est un relativement qu'il faut relativiser. Attention, c'est relativement dans le cadre d'une alimentation crudivore. Par rapport à une alimentation culivore, on va dire, ou de produits dénaturés, c'est toujours extraordinaire les fruits. Mais donc les fruits relativement riches en densité calorique et pauvres en densité nutritionnelle, les feuilles pauvres en densité calorique et riches en densité nutritionnelle. Et qu'est-ce qui se passe si on essaie de ne fonctionner qu'avec les fruits? Particulièrement si on n'a pas accès à des fruits sauvages, particulièrement si on n'a pas accès à des fruits tropicaux,
Souvent les personnes qui fonctionnent avec un régime fruitarien arrivent à l'équilibrer sur le moyen terme grâce à des fruits tropicaux sauvages qui contiennent une densité nutritionnelle supérieure. Mais si on n'a pas recours à ces produits-là, eh bien le risque c'est que soit on est très très actif et à ce moment-là on a besoin de 4000 calories à peu près par jour. Alors à ce moment-là, sur les 4000 calories, l'apport de nutriments sera largement suffisant. Mais si l'on est une personne qui est moins active et que l'on consomme 2000-2500 calories par jour, eh bien la ration de nutriments sera divisée de moitié aussi. Or, autant si la différence d'activité fait que nos besoins de calories peuvent diminuer, peuvent aller du simple au double, autant la différence d'activité ne modifie pas nos besoins en nutriments. Nos besoins en nutriments, il y a des quantités à atteindre chaque jour pour que notre corps fonctionne bien, pour que les échanges électrolytiques puissent avoir lieu. Donc, si l'on n'est pas très actif, il va être difficile uniquement avec les fruits d'atteindre son quota de nutriments. Et bien qu'on aura atteint son quota de calories, on n'aura pas atteint son quota de nutriments. Et ça peut expliquer souvent bien des échecs. C'est pour ça que l'apport de feuilles vertes est essentiel pour apporter cette ration de nutriments sous une forme qui apportera peu de calories. Donc finalement, on focalise, on se dit, bon voilà, j'essaye de manger assez en termes d'énergie avec les fruits. Et pour les nutriments, je fais confiance aux feuilles pour m'apporter tous ces nutriments de manière concentrée, de manière peu calorique. Donc c'est un plus. Donc il me semble que s'équilibrer dans un régime cru passe essentiellement aussi par les feuilles pour les nutriments, passe essentiellement par les fruits pour l'énergie, mais passe par les feuilles pour les nutriments. Les sources de nutriments concentrés ont toujours eu la faveur de l'homme, ça il faut le savoir, de l'humain. Il s'est toujours dirigé vers les sources de nutriments concentrés. Et c'est peut-être pour ça que certaines personnes, à certains moments, ont besoin de produits animaux, parce que les produits animaux sont des sources de nutriments concentrés, puisque l'animal concentre tous les nutriments de toutes les plantes qu'il a mangées. Donc peut-être que les besoins de produits animaux pourraient être expliqués par une déficience en nutriments. Donc les produits très riches en nutriments, je vous dis les feuilles vertes, les graines de chia dont je vous ai parlé la dernière fois aussi très riches, graines de chanvre aussi très riches, toute cette forme de graines contiennent énormément de nutriments dont des protéines, des oméga 3 sous forme libre. On y reviendra dans une prochaine vidéo sur cette notion de forme libre et l'importance qu'elle a. Donc ne pas négliger cette notion-là, parce que finalement en ne focalisant que sur les calories, on ne voit qu'un des aspects de la question. Et donc pour illustrer un petit peu ce propos, dans le cadre des plantes particulièrement riches en nutriments et aisément accessibles, il y a les plantes sauvages. Les plantes sauvages, les feuilles sauvages, c'est ce que l'homme a consommé de tout temps. Bon, elles ont été un petit peu modifiées, mais elles ont été très peu sélectionnées. Et ce sont des bombes nutritionnelles. Donc je me propose de vous en montrer 4-5 qui sont des plantes sauvages que l'on trouve à peu près partout en France et qui peuvent être une ressource extraordinaire pour se nourrir, pour assurer son apport en nutriments, surtout lorsqu'on est en voyage et même quand on est chez soi. Ce sont vraiment des réflexes de bonne santé de fonctionner avec les plantes sauvages. Et si on n'a pas accès ou si on a moins accès à un moment aux plantes sauvages en fonction de la saison, eh bien de privilégier bien sûr les produits d'origine biologique, de privilégier parmi les produits d'origine biologique ceux qui sont achetés le plus frais, achetés aux producteurs sur le marché, c'est idéal. Cueilli le matin même, vous le mangez juste après, là au niveau des nutriments, c'est exceptionnel. Je n'insisterai jamais assez sur le rôle de la fraîcheur et de la qualité des produits dans notre alimentation. Et on ne peut pas parler de succès et d'échec si on ne s'est pas intéressé à cette question-là. Donc voilà, on part en petite cueillette. Alors on va commencer par une des plus connues et une de mes préférées, disons que mon tiercé de tête la contiendrait, c'est l'ortie, Urtica urens, qui est une ortie, là c'est de Urtica dioica, donc c'est une ortie dioïque. Vous voyez, certaines sont déjà en graines, c'est vraiment pas un problème, mais effectivement, plus elle est jeune et meilleur c'est. Alors,
comment cueillir l'ortie sans se piquer? C'est assez simple. Il suffit avec les mains d'aller la prendre juste en dessous au niveau de la tige, puisque les parties irritantes sont sous les feuilles. Donc voilà, on va sous la tige. Et là, comme ça, on ne se pique pas ou on se pique peu. C'est une question d'entraînement, c'est une question d'habitude. Mais et donc voilà. Alors ça, cette plante ortie, délicieuse au goût, absolument délicieuse. Alors comment ne pas se piquer quand on la mange? Il y a plusieurs petits coups. La meilleure solution, c'est de la cueillir un peu à l'avance, de la cueillir quelques heures à l'avance. Vous pouvez aussi la mettre dans un sachet, et dans un sachet en papier. Et ce sachet en papier, vous le froissez fortement entre vos mains, parce que les principes actifs, vous allez le voir, sont présents sur les petites vésicules, des petites vésicules qui sont au bout des petites épines que vous devinerez là. Donc il suffit d'éclater ces vésicules contenant la substance irritante et l'ortie ne pique plus. L'autre technique, bien sûr, c'est de la hacher très fin, voire de la mixer. Alors là, c'est réglé immédiatement. Donc manger de l'ortie crue, absolument, ça a un goût absolument délicieux. Donc vraiment, je vous le recommande, très riche en fer, en protéines. C'est une véritable bombe nutritionnelle, là pour le coup. C'est vraiment l'exemple même de la plante qui a une densité nutritionnelle exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Et puis en plus, elle est d'une beauté absolument extraordinaire. Regardez, quand elle est en graines aussi. Les graines étaient utilisées, je sais, pour combattre l'énurésie. Donc le pépioli chez les enfants. Mais je ne sais pas ce que ça peut donner, je ne sais pas comment c'était préparé. Donc voilà l'ortie. Alors attention particulièrement avec l'ortie, avec toutes les plantes sauvages, attention au lieu de récolte. Parce que l'ortie est une plante qui pousse très favorablement sur les déchets organiques et sur les restes humains. On dit souvent que c'est un marqueur du paysage. C'est-à-dire que quand il y a eu un établissement humain, quand il y a eu une ancienne maison, eh bien on trouve de l'ortie. Donc attention où vous récoltez vos plantes sauvages. Bordure de champs, champs traités vraiment à éviter de manière radicale, mais il n'y a pas que ça, donc soyez attentifs, connaissez un petit peu le coin où vous allez ramasser vos plantes. Alors, juste à côté, on en a une aussi qui est très très connue, qui est parfois confondue, mais là c'est la vraie, c'est Taraxacum officinalis, donc ce qu'on appelle le pissenlit, là avec des très très belles feuilles, vous voyez. Un petit lait blanc quand on coupe la feuille. Donc le pissenlit, un principe amer. Donc principe amer, moi que je trouve absolument délicieux. Si on en a besoin, le corps va le trouver délicieux. Si on n'en a pas besoin, le corps ne va pas le trouver délicieux. Principe amer qui agit particulièrement sur la sphère hépatique. Donc pissenlit aussi que l'on trouve assez facilement. Alors dans le pissenlit, je vous recommande aussi, bon là elles sont un petit peu trop vieilles, mais les tiges des fleurs, quand elles sont jeunes, sont absolument délicieuses. Les tiges des fleurs, je le trouve même extraordinaire. Tiens, regardez, une petite sauterelle verte sur la feuille de pissenlit. Ah, elle a cru qu'on la verrait pas. Elle a filoute. Bon, alors donc les tiges des fleurs sur les tiges des fleurs de pissenlit et les fleurs en bouton, pas du tout les fleurs écloses ou vieilles comme celle-là, mais les fleurs en bouton, c'est un régal. C'est vraiment une délicatesse absolument extraordinaire. Je ne pourrais me nourrir que de fleurs en bouton. Et quand je vois des pissenlits avec des fleurs en bouton, je récolte les fleurs en bouton et je récolte pas le pissenlit. Alors, tenez, voilà, juste à côté, là, on en voit une aussi qui fait partie de mon duo de tête avec le pissenlit. Donc ça, elle est un petit peu moins connue. On la trouve dès lors qu'on a un petit peu bougé du terrain, dès qu'on fait un potager par exemple, on va la trouver. Donc ça, je vais la cueillir celle-là. C'est le kénopode blanc. Alors Kénopodium album. Pourquoi blanc? Vous voyez, le dessous des feuilles est légèrement blanc. Et si vous passez la main, alors attendez, hop, je le prends comme ça. Si vous passez la main, c'est un petit peu rêche, légèrement rêche au doigt. Donc c'est une Kénopodiacée, kénopode blanc, Kénopodiacée, c'est-à-dire famille de l'épinard. Elle a un goût assez proche de l'épinard, plus marqué. C'est, je crois, moi, ma plante actuellement préférée. Je me nourris de kénopode blanc. Excellente plante, vraiment excellente. Bombe nutritionnelle là aussi, très très riche en fer, en protéines. Elle rivalise avec l'ortie. Et
Vraiment, c'est une plante que je vous recommande. Donc là, déjà, ces trois plantes particulièrement recommandables. J'en vois une juste à côté, donc on va faire les 4 dans le même endroit. Donc Kénopo de blanc, ces trois-là, on les trouve partout en France. Les 4 que je vais vous montrer, on les trouve absolument partout en France. L'ortie plutôt dans des endroits où il y a eu d'anciens établissements humains. Le pissenlit, on le trouve bien en orée de petits bois, de bosquets. Le Kénopo de blanc, on le trouve là où la terre a été un petit peu travaillée, un petit peu retournée, quand on établit un jardin potager, ou simplement quand on fait des travaux de construction, souvent autour d'une maison, quand on a fait du remblai, le Kénopo de blanc va lever de lui-même. Ce qui prouve bien que toutes les semences sont en germe dans la terre et qu'elles n'attendent que les conditions favorables pour germer. C'est pas le vent qui les amène, elles sont toutes présentes dans la terre, elles attendent juste que les conditions de levée de dormance soient idéales pour qu'elles puissent s'épanouir. Très très belles en plus. Elles ont un vert. Regardez, si on compare, voilà l'ortie, voilà le kénopode, et hop, kénopode, et on passe sur le côté un petit peu vernissé des feuilles de pissenlit, superbe. Et donc, ensuite, on va aller sur une très très belle aussi. Alors là, elle est un petit peu montée, mais ceux qui la connaissent la reconnaîtront. C'est la mauve. La mauve avec une feuille particulièrement reconnaissable. Voilà, et ces petites fleurs mauves, là elles sont fermées, mais ces petites fleurs mauves. Alors, je la récolte plus favorablement quand elle est un peu plus en rosette à terre. Mais on peut la récolter quand même là. Alors, les feuilles sont très très douces. Elle a des principes adoucissants. C'est une plante qui est plutôt laxative. Qui est très 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 riche en fibres. Alors, je conseille à chacun de faire ses expériences, mais de l'introduire progressivement pour ne pas avoir de réaction trop violente au niveau du balayage intestinal. Mais c'est une plante absolument délicieuse. Donc feuille facilement reconnaissable de par sa forme, avec la petite fleur mauve. Là, elle est montée, mais on peut quand même continuer à manger les feuilles. Elle reste tendre très très longtemps. Vous voyez, dans le cas où elle serait montée, par exemple, ben là, je cueillerai ça, ou alors même, hop, ça, voilà, ça, alors ça, là c'est prêt, c'est juste le bouton, hop, mise au point, voilà, c'est juste le bouton. Donc voilà, 4 plantes, très facilement trouvables un petit peu partout. Je pourrais vous en montrer de nombreuses autres, je ferai d'autres vidéos pour montrer d'autres plantes sauvages, mais on va commencer par 4. Il me semble que l'important c'est d'apprendre des plantes et de savoir les reconnaître dans toutes les conditions, et non pas d'avoir un répertoire de plantes mais dont on ne se souvient jamais. Donc voilà, 4 plantes essentielles, excellentes à manger, que l'on trouve à peu près partout. Moi quand je suis en voyage, c'est vraiment ma ressource en verdure assurée. Dès que j'arrive quelque part, je regarde ce qu'il y a comme plantes sauvages tout autour. Voilà, là je vous ferai d'autres vidéos plus spécifiques où on verra d'autres plantes comestibles absolument délicieuses tout autant. La mauve. Tenez, je ne résiste pas. Voilà des mauves à un stade très très intéressant pour les ramasser. Donc vous voyez, la petite fleur mauve n'est pas présente, mais par contre la feuille est très reconnaissable. Feuille très douce au toucher, vous verrez, elle est vraiment très très agréable. Tellement douce que les petits escargots s'y prélassent. Et donc voilà, ça c'est une plante vraiment délicieuse qui relâche énormément les intestins, qui est une plante laxative, émolliente. Et puis pour l'illustration, voilà, un bouquet, je vous laisse deviner, ouais, Kénopo de blanc, un bouquet de Kénopo de blanc que je viens juste de ramasser. Donc voilà, juste une petite précision sur ces 2 plantes. Allez, je craque, je vous en montre une 5e. Je résiste pas à l'envie de vous la montrer parce que celle-là aussi on la trouve très très facilement. C'est une plante que l'on connaît beaucoup de noms. C'est l'amarante. L'amarante, c'est bien elle qui donne les graines d'amarante que l'on peut trouver, que bon nombre de personnes mangent. Donc voilà, l'amarante, à l'état jeune, on mange ses feuilles qui sont là aussi une excellente source en nutriments. Alors attention, c'est une plante de la famille des Kénopodiacées, si je ne me trompe pas, et je ne crois pas, exactement comme le Kénopo de blanc. Et là vous voyez un bon exemple, vous voyez à gauche une feuille de Kénopo de blanc et à droite une feuille d'amarante.
Donc la feuille d'amarante est beaucoup plus découpée, le vert n'est pas exactement le même. Quand elle monte en graines, ça fait des grands épillets avec des toutes petites graines. Donc vous verrez, il y a des graines d'amarante, on peut les récolter si on veut. Ça c'est une amarante sauvage, donc c'est pas la meilleure pour la production de graines. Mais par contre pour la production de feuilles, elle est excellente. Donc vous voyez, quand on en a, on peut avoir des tapis entiers. Des tapis entiers. Tenez, regardez, encore Chénopode blanc, amarante. Donc à ce stade-là, elle a un goût assez particulier, assez fort. Donc à chacun de voir si c'est le goût qui lui convient ou pas. Mais l'avantage c'est que quand on la trouve vraiment souvent en très grande quantité. Donc et là aussi, au niveau protéique particulièrement, on a énormément d'acides aminés sous forme libre, absolument excellent, et des oméga 3 aussi sous forme libre de manière excellente. Donc encore une plante à privilégier. Voilà, on s'arrêtera là quand même, mais celle-là je ne pouvais pas ne pas la montrer. Donc l'amarante, à vérifier, mais je pense que c'est une Chénopodiacée. J'ai pas ma flore avec moi là. Comparatif, amarante, Chénopode, Chénopode à gauche, amarante à droite, Chénopode blanc, amarante à droite. Donc en guise de conclusion, concernant les plantes sauvages, vraiment c'est quelque chose de fabuleux à découvrir. C'est peu une chasse au trésor. Moi j'ai un petit jeu systématique, quand j'arrive quelque part, tout de suite je commence à fureter dans tous les bosquets pour essayer de voir ce qu'il y a comme plantes sauvages, ce qu'il y a comme ressources. C'est un véritable plaisir quand on se déplace en France de voir que selon les régions, selon les saisons, on va trouver à tel endroit telle plante, à tel endroit telle autre. C'est vraiment, pour moi c'est un jeu extraordinaire. Donc attention quand même au lieu de récolte. Soyons attentifs, bordure des champs, vraiment à éviter, bordure des routes, j'en parle pas, parce que les plantes comme ça fixent énormément aussi de polluants, donc attention. Si on est attentif, il n'y a aucun risque, il ne s'agit pas de tomber dans la psychose, mais il y a eu aussi des cas d'empoisonnement, ça peut arriver dans tous les domaines, on peut s'empoisonner avec beaucoup de choses, mais disons qu'avec un petit peu de clairvoyance et d'attention, il n'y a aucun problème avec les plantes sauvages, mais il s'agit d'être un petit peu attentif. Donc bombe nutritionnelle. Et donc bien se souvenir que l'apport calorique est différent de l'apport nutritionnel. Et que particulièrement pour les personnes qui sont peu actives, donc qui ont une ration calorique pas si élevée que ça, l'apport nutritionnel par des sources externes aux fruits, donc par les feuilles vertes, voire par des petites graines oléagineuses, la chia, le chanvre, qui sont des graines vraiment que personnellement je privilégie et que je viens de tester depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, avec des résultats tout à fait satisfaisants. Je vous parlerai aussi des résultats de la chia sur la glycémie la prochaine fois. Et donc je voudrais insister sur cette différence entre densité calorique et densité nutritionnelle. Et à ne s'intéresser qu'à la densité calorique, on ne voit pas un des aspects de la question. Et ça peut être dommage, et ça peut être très important. Je pense particulièrement aux personnes âgées qui souvent ont très peu d'activité ou une densité calorique réduite en regard. Et à ce moment-là, il s'agit vraiment de focaliser sur la densité nutritionnelle de manière vraiment systématique, parce que leur besoin en nutriments n'aura pas diminué, au contraire, alors que leur besoin calorique aura diminué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. J'attends vos commentaires. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer cet exemple absolument extraordinaire. Voilà, alors là c'est un champ qui a été retourné passablement. Je ne pense pas qu'il y ait eu de précédent de culture là-dessus, mais il faudrait voir. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve du Chénopode blanc en quantité phénoménale, comme si on l'avait semé. On croirait que c'est un champ de Chénopode blanc, c'est du Chénopode blanc à perte de vue. Et pourtant, je peux vous assurer qu'il n'y a quasiment aucune chance qu'il ait été semé. Il a levé sa dormance uniquement parce que le sol avait besoin de son action. C'est purement les systèmes instinctifs qu'on retrouve au niveau du corps. Quand on a besoin d'un produit, c'est ce produit qui est actif. Et bien là, le sol présentait une conformation qui a fait que c'est le Chénopode blanc qui était demandé. Alors quelle est l'une des particularités du Chénopode blanc? C'est une racine pivot qui plonge assez profond dans le sol, donc qui décompacte le sol. Chénopode blanc, il y a des successions végétales qui sont assez intéressantes. Souvent quand on prépare un champ comme ça, on va d'abord, après un champ qui a été fortement cultivé, fortement stressé, on va trouver la carotte sauvage.
Ensuite, on va trouver, quand la carotte sauvage aura disparu parce qu'elle aura fait son rôle, on va trouver le quinopo de blanc. Mais là, c'est absolument incroyable. C'est un champ à perte de vue, de quinopo de blanc. Et vous voyez, c'est une terre argileuse qui a été fortement violentée, qui a été creusée en profondeur. Certainement une terre très pauvre maintenant, qui a été affaiblie au maximum. Alors personnellement, je ne ramasserai pas dans ce champ parce que je ne connais pas son historique. Et je ne sais pas depuis quand date le dernier précédent de culture. Donc je ne ramasse pas. Je me méfie énormément. Attention aussi si dans un champ vous voyez de la jusquiame ou de la belladone, parce que ces deux plantes sont des marqueurs de sol extrêmement pollués. D'ailleurs, si vous vous intéressez à ça, il y a des livres, je pourrais rechercher dans mes références, mais il y a des livres excellents sur les plantes bio-indicatrices. Je pense particulièrement à ceux de Gérard Ducerf. Vous tapez Gérard Ducerf sur internet, vous les trouvez. Il a 2 livres sur les plantes, l'encyclopédie des plantes bio-indicatrices. C'est une personne avec qui j'ai été formé et ce sont des références dans la matière extrêmement simples à lire et qui vous indiqueront ce que chaque plante indique et donc pourront vous indiquer des sols pollués, des sols non pollués et ça permet comme ça d'avoir des analyses de sol sans faire de carottage. C'est absolument extraordinaire, c'est un véritable jeu ça aussi et vous saurez aussi repérer quelle plante vous indique que tel champ a été pollué ou non avant de faire vos cueillettes.